Ouais, j'avais vraiment aucune idée de comment finir ce sketch et en plus j'avais la dalle. Qu'est-ce que tu veux que j'ai d'autre comme réaction à part applaudir devant un épisode comme ça? Je me suis fait avoir, ils m'ont vraiment eu sur cet épisode-là, encore une fois, et plus que jamais, je pense que c'est l'épisode que j'ai le plus kiffé de toute la série pour le moment, et ça monte crescendo, et je suis obligé d'applaudir devant un truc comme ça, je suis obligé à un moment de reconnaître que, putain, les mecs se sont fait chier. Et salut à tous, comme vous l'avez compris, on se retrouve pour la review de l'épisode 4 d'Higurashi-gu. On en est déjà à l'épisode 4, oui, et on en est donc à la fin du premier arc. Va falloir en parler de ça. Il y a énormément de choses à dire sur cet épisode. L'épisode est très 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 riche. J'avoue, comme j'ai dit, je m'attendais pas à ce qui passe comme ça. Bon, première info et la plus importante, donc on a la confirmation que l'histoire ne va pas suivre totalement l'histoire originale parce que on n'est pas du tout en face de la fin d'Onikakuchi. On est même... En fait, il décide de prendre une autre direction à peu près au milieu de l'intrigue de Nikakuchi, c'est-à-dire que là on est vraiment à un tournant en fait dans le tome 1 et l'anime décide donc de faire une dérive et de partir sur son propre truc et de finir l'arc maintenant avec sa propre conclusion donc. Dans cet épisode il y a vraiment eu de tout, il y a eu du drame, de l'horreur, de l'amitié brisée, il y a eu de la violence, du sang pour ceux qui en voulaient et qui se disaient putain ça va pas être assez sanglant, on va aseptiser tout le truc. Pas du tout. Alors cet épisode a eu droit à de la censure quand même, hein, de ce que j'ai vu. Il y a deux petits vilains ronds noirs au moment des coups de couteau vraiment visibles. Bon, le sang n'a pas été censuré, mais sur les plays il y a eu de la censure. Je m'y attendais honnêtement. C'est un truc qui arrive à tous les animés sanglants de nos jours. On n'est plus capable à la télévision de montrer des choses assez vénères. Mais ça c'est un autre sujet. De toute façon on va pas se mentir, hein, j'imagine bien que les versions non censurées elles traînent quelque part et qu'ils trouveront un moyen de les rendre accessibles dans les DVD ou les Blu-ray, peut-être, je sais pas, on verra. Mais bref, il y a tellement de choses à dire qu'on va commencer par le commencement. Donc on reprend ce qui se passait à la fin de l'épisode 3. Donc Rena qui s'introduisait dans la maison de Keishi et qui avait, comme j'avais dit, toute cette mise en scène qui l'a transformé vraiment en icône de Yurei. J'ai vu ça après la vidéo que je prononçais ça très mal, de Yurei Eiga, je le prononce toujours aussi mal, mais voilà, et qui donc lui donnait cette silhouette fantomatique qui faisait vraiment très flipper Keishi. On en arrivait au moment où on n'était plus juste dans de la menace, enfin on n'était plus juste, pardon, dans de la méfiance, mais on était carrément dans de la menace. Rena commençait à devenir vraiment potentiellement dangereuse pour Keishi. Et j'ai bien aimé déjà les premières minutes de l'épisode parce qu'il prend son temps pour vraiment poursuivre cette ambiance et montrer comment Keishi réagit à ça. On voit qu'il dort pas, qu'il a cette espèce de crise d'angoisse à revoir cette scène et à se dire putain elle est là et tout. Et donc il y a cette mise en scène qui prend vraiment son temps où Keishi il est là, il regarde par la porte, il se dit est-ce qu'il n'y a pas quelque chose et tout. Ça je pense que ça rappellera à n'importe qui un petit peu les angoisses qu'on peut avoir dans la nuit quand il est très tard et qu'on vient de se mater au moins 40 vidéos d'horreur ou des trucs comme ça. En tout cas moi je me suis reconnu là-dedans. Et faites pas genre, hein, si vous vous retrouvez tout seul dans une maison à 2 étages en pleine nuit et que vous venez de voir Jean-Paul vient de décapiter Michel à la hache. Bon, t'entends le moindre bruit, t'es là. Du coup il décide de se faire passer pour malade et ne pas aller à l'école. Ce qui est donc le déroulement normal, ça. Et là, paf! C'est à partir de ce moment-là que Enfin, plus précisément, c'est à partir de la scène suivante où il va à la clinique et que Irie n'est pas là et donc il ne rencontre pas non plus Irie. J'ai dit son nom, je suis con. Et donc à partir de ce moment-là, Keishi retourne à l'école. On sait pas trop pourquoi, mais on peut supposer que c'est pour quand même aller vérifier de ses yeux vus ce qu'il avait imaginé la veille. Et du coup, il tombe sur ses amis, dont Rika qui, on nous l'avait teasé dans les épisodes précédents, donc ça c'est la première réponse aux épisodes précédents que cet épisode-là fait, qui est Rika qui sait quelque chose en plus et qui donc prend Keishi à part pour lui dire oui mais non, est-ce que tu es sûr de ce que tu as vu, est-ce que t'es pas en train de paranoïer, de psychoter, et donc il lui fait remarquer toute cette ambiance d'angoisse et de psychose que l'épisode
tente de mettre là-dessus. Et j'ai un petit problème avec cette scène qui n'est pas vraiment un problème en fait, mais qui est encore une fois une question que je me pose, ou plutôt j'attends de voir comment ça va être fait, mais je soulève quand même, hein, c'est important, qui est que normalement cette scène-là, enfin cette situation-là où Rika, ou en tout cas un des personnages, prend conscience de cette psychose et de cette discorde dont j'avais parlé la dernière fois, et qu'il se dit putain, il faut pas qu'on en arrive là parce que si on n'arrête pas de se soupçonner les uns les autres, on va pas s'en sortir. C'est censé être une des scènes les plus fortes de tout le VM. C'est censé être vraiment une scène de fin, une scène qui est extrêmement puissante émotionnellement, qui te prend au trip, qui t'arrache, parce que il y a compte tenu de tout ce que tu as vu avant, ça prend un sens où vraiment c'est la première fois où ils arrivent à échapper à la fatalité et où à surmonter tous les problèmes qu'on a vus avant. C'est la seule fois, après toute cette tragédie qu'on a pu avoir dans les 6 premiers tomes, qui est un personnage se rend compte que quelque chose va pas et il essaye de s'en sortir, il essaye de vaincre le destin. Mais du coup, comme on est qu'à l'épisode 4 et qu'on n'a pas vu encore toute cette fatalité des personnages, qu'on ne connaît même pas les raisons de pourquoi Rena est en mode psychose, qu'on connaît pas le passé de Mion encore, qu'on n'a même pas rencontré le 5e membre du club, on n'a même pas rencontré Chion là, forcément ça ne marche pas pareil. Mais je pense que c'est pas fait dans le vent. Je pense que ça n'a pas été fait dans l'optique de rusher toute l'intrigue et les thématiques, parce que sinon, ils auraient juste adapté le tome 1 et ils auraient attendu de faire ça au tome 6. Ce qui aurait été fonctionnel, mais ils en auraient pas fait une utilisation vraiment originale. Alors que là, il y a une utilisation originale qui nous tisse quelque chose et qui promet que cette histoire tragique, que cette fatalité, que cette histoire d'amitié sera plus exploitée et que ça va être l'enjeu. Et ça poursuit sur ce que je disais sur la transition entre les tomes. C'est-à-dire qu'on n'est pas en face d'un tome 1, tome 2, tome 3, tome 4 qui ne marche pas en animé, je me répète. On est face à tome 1 qui laisse des questions en suspens, qui laisse du mystère, qui te tease les thématiques suivantes. Et quand tu arrives à la fin du tome et qu'il y a un renouvellement du coup, l'épisode prochain du coup, on aura tous ces questionnants qui nous reviendront en tête et d'autres ensuite qui sont dans la suite de l'épisode et qui du coup nous feront dire oui, quelque part, je sais pas encore pourquoi est-ce que ça se renouvelle, mais j'ai une raison scénaristique qui est je ne connais pas les enjeux, je n'ai pas tout ce qui fait, je veux en savoir plus en fait. Et là on en revient à ce que je disais sur le fait que cette première arc dure 4 épisodes. J'avais énormément critiqué le premier animé là-dessus, enfin je l'ai pas vraiment encore fait mais ça viendra, mais j'en avais parlé. Sur cet aspect de un tome égale 4 épisodes, et on va sûrement me dire mais vas-y, tu sais pas ce que tu dis de la merde, tu retournes ta veste, pourquoi dans l'animé précédent c'est pas bien, dans celui-là c'est bien, bon déjà ta gueule, voilà. Et ensuite, réfléchissez un petit peu à ce que ça raconte en fait, parce que ce tome-là, dans l'animé, enfin je vais appeler ça un tome, mais en tout cas c'est arc premier, ce n'est pas Onikakuchi. Ce n'est pas une adaptation stricte de Nikakuchi. L'animé, tel qu'il fait son truc, ne cherche pas à reprendre exactement la narration du visual novel. Ce n'est pas Onikakuchi. C'est un arc original, bon, qui reprend énormément des bases du tome 1 et qui mixe des éléments qu'on peut trouver ça et là dans le tome 6, dans le tome 7 en ajoutant des scènes originales, mais ce n'est pas Onikakuchi. Et c'est ça que je trouve génial en fait avec le script qu'ils ont fait pour ce premier arc, avec comment ils ont écrit l'histoire, c'est qu'ils se sont dit on va pas ne pas prendre de risques et juste adapter comme les gens connaissent l'histoire. Comme ça, les nouveaux arrivants auront quand même exactement l'ambiance du tome 1 mais avec des nouvelles scènes, parce que cet épisode arrive à lui tout seul à retranscrire toute l'ambiance du tome 1, quand bien même il n'y a pas tous les éléments scénaristiques du tome 1, c'est assez ouf à quel point en mixant des scènes, en les prenant à droite à gauche, des différents tomes, des idées des différents tomes, ils arrivent quand même à coller à l'ambiance du premier tome et à laisser suffisamment de questions et de mystères en suspens. Et ceux qui, comme moi, connaissent déjà, ils ont quelque chose à se mettre sous la dent. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, je me suis frais, là c'est bon, je connais pas, on regarde.
Et pour expliquer comment ça marche, justement, il faut parler de la fin de l'épisode, ou en tout cas, c'est même pas la fin, en fait, ça arrive vraiment à même pas 10 minutes de l'épisode. Toute la partie dans la maison avec Rena et la fin à l'hôpital. Ok, chaque putain de scène, chaque putain de seconde est épique. Bon, d'abord on a Keiichi qui du coup essaie de rationaliser le truc et de se dire bon, est-ce que j'ai vraiment vu ça? Est-ce que je dois vraiment douter de mes amis? Est-ce qu'il faut que je tombe dans cette paranoïa, etc. Qui essaie de créer un contraste, j'ai l'impression, avec la musique de la séquence précédente qui est vraiment la musique, comment dire, j'ai envie de dire assez cliché des histoires d'amitié en mode oui, il faut qu'on soit copains, il faut qu'on s'entraide, il faut pas qu'on tombe dans tout ça, etc. Et cette séquence-là qui est directement suivie par la séquence où Keiichi est au téléphone en train de dire maman, comment ça t'as appelé Rena pour qu'elle vienne à la maison? Mais non, mais je suis tout seul, elle va venir et tout. Oui, c'est quoi le problème? C'est ta copine Rena. Et Rena qui tape à la porte, Keiichi qui rentre dans le couloir, t'as cette espèce de déformation, comme si on utilisait un grand angle sur un plan rapproché, mais du coup fait en animation, et qui du coup donne cet effet de déformation à Keiichi qui avance dans le couloir comme si il était dans une situation instable et distordue. Les moments où tu sais pas qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que Keiichi se fait dans sa tête, et qu'est-ce qui arrive vraiment quand Rena manque d'éclater la porte, tente de l'ouvrir la poignée et tout à multiples reprises, que Keiichi il entend à peine le son de sa voix, il en peut déjà plus, et cette mise en scène sur la caméra qui avance et t'as Rena qui a un sourire du diable jusqu'aux oreilles, et qui par contre quand il ouvre la porte est là, ah Keiichi, on se retrouve tous les deux chez toi. Il y a ce côté encore une fois Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Rena qui est super bien exploité, qui passe par des coupures directes. On n'est pas sur une transition qui se veut fluide, on est sur une espèce de schizophrénie de la mise en scène qui arrive à te perdre et à te faire dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est un truc de malade. Et truc que j'ai vraiment aimé pour le coup, c'est que je vous ai dit que je suis un vrai amoureux des couleurs, et c'est le cas, et donc quand un animé comme ça qui propose autant de couleurs m'est proposé, je suis vraiment aux anges. Et même dans cette séquence qui se veut anxiogène, il y a max de couleurs et ça marche quand même. C'est la preuve que t'es pas obligé de mettre que des couleurs ultra froides, même quand c'est des couleurs pétillantes, tu les mets dans leurs nuances les plus froides pour essayer de donner un côté sombre ou quoi. Tu peux garder les mêmes décors, la même colorimétrie, et pourtant que la scène soit ultra sombre, avec la mise en scène, soit ultra violente, avec l'impact des déformations dans l'animation. T'es pas obligé de rendre ton animé noir et gris pour que ça soit sérieux. Et c'est confirmé par la scène suivante avec... ils ont rajouté du grain et surtout ils ont rajouté un espèce de filtre obscur sur les côtés de l'image. C'est sûrement pour quand même essayer de créer un peu de contraste, mais avec quand même beaucoup de couleurs. Les personnages qui ont des couleurs toujours aussi pétillantes, les décors qui t'explosent la rétine, etc. Et ça rend quand même un côté ultra violent, ultra malsain, qui est progressif en plus, où t'as Rena qui vient pour préparer ses plats et qui donc sort les trucs les uns après les autres avec encore une fois cette technique des yeux cachés par l'ombre. Et donc elle en sort un, elle en sort deux, elle en sort trois. Elle sort une boîte, on sait pas ce que c'est. D'accord, peut-être un ingrédient de cuisine, on sait pas. Elle sort du fil. Oui, bon d'accord, il est un peu épais pour du fil à jambon, mais ok, pourquoi pas. Elle sort une scie et un sac poubelle. Et là, t'as compris. Et c'est progressif, et il y a cette ambiance malsaine, et cette ambiance de qu'est-ce qui se passe encore une fois? Est-ce que je suis en train de rêver ce qui est en train d'arriver? Est-ce que Rena va vraiment le découper dans un sac? Ou est-ce que c'est lui qui psychote encore? Mais non, parce qu'il est même pas dans la cuisine quand elle sort tous ses instruments, et elle les sort en face de nous. Et ça explique d'ailleurs au passage qu'on avait dans l'épisode précédent sur, je m'étais pas attardé dessus, Rena qui en fait a des moments sombres et des moments je t'observe dans la forêt, ou avec un regard méchant, ou une mauvaise expression de visage, sans que Keiichi la voie, sans que Keiichi ait besoin de l'imaginer. Et du coup, on se rend compte qu'on n'est pas dans le tome 1. Ou enfin, si on est dans le tome 1, mais on est dans le tome 6. Et ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Et pour les autres, dites-vous juste que on se rend compte que Rena est vraiment dérangée. Puis Keiichi entre dans la cuisine, et là, tous les gens qui voulaient de la violence et du sang, je crois que vous êtes servis. Le combat est
fabuleux, il est excellentissime à énormément de niveaux. Déjà, il y a une gestion des décors et des mouvements qui sont des trucs basiques à maîtriser dans un combat, mais qui sont ici particulièrement bien utilisés et qui rendent forcément un peu over the top parce que c'est un animé, donc il y a cette exagération sur quand je te donne un coup de couteau, la caméra va suivre le couteau pour, dans le mouvement pour donner une impression de vitesse, etc., qui marche très bien d'ailleurs, mais qui n'est pas non plus dans le Keishi vole à 50 mètres, Rena vomit du sang quand elle se prend une patate. On est dans un truc, j'ai envie de dire, réaliste, mais dans le sens où tu sens qu'ils se bastonnent, tu sens l'impact des coups. On n'est pas dans un shonen neketsu où je te mets une patate, c'est genre je vais me venger, tiens, prends ça en revanche. On est sur il y a un coup de couteau qui te frôle, il y a avec évidemment le sang qui gicle, il y a la plante qui s'explose par terre, le réveil et tout, qui sont des détails, mais qui sont des détails, mais et pas forcément importants dans le combat, même s'il y a une gestion du décor bonne, comme j'ai dit. Et donc avec tout ça qui est ultra bien géré, que ce soit les angles de caméra, l'animation qui est déformée sur le visage de Rena et sur les coups qui sont donnés, il y a plusieurs passages en Sakuga, il y a tous les objets qui tombent, etc. Tu les vois se battre comme des chiffonniers, et quand le moment fatidique arrive, et déjà à ce moment-là t'es méga dans la scène parce que putain, il y a cette gestion de tous les aspects du combat qui sont excellents, mais qu'en plus, à la fin, quand ça part en pugilat létal, en mode 2 entrants, 1 sortant, c'est magistral. Il y a une utilisation d'un truc qu'on avait déjà vu aussi, qui sont les coups répétés dans un décor assez silencieux, mais cette fois-ci, il y a les cris, enfin les hurlements de Keishi et le rire possédé de Rena. T'as aussi ce moment où Keishi va mettre un vieux coup dans sa tronche et tu ressens, t'as un moment de flottement où elle est là et lui, est-ce que j'ai réussi à la voir et tout, moment de flottement, elle s'éclipse et là t'as ce gros plan des enfers du cauchemar d'outre-tombe. Il y a une mise en scène au niveau de l'horreur qui marche super bien. Pour le coup, les suites de sauts devraient s'en inspirer parce que juste montrer un personnage en train de se faire décapiter, c'est pas suffisant. Si t'as pas la mise en scène qui va avec, ça sert à rien. Bon, comme j'ai dit, il y a ce petit coup de la censure, mais c'est pas extrêmement violent dans le sens où on n'est pas sur un School Days où à la fin le personnage pisse du pétrole et tous les coups de couteau sont censurés. Il y a juste un petit carré noir à l'endroit de l'impact, à 2 moments où c'est montré explicitement, qu'on voit pas vraiment, mais pour tout le reste, le sang gicle bien, il y a la musique qui commence à saturer, il faut reparler de la musique après aussi. Bref, t'as une montée en puissance à ce moment-là, la scène prend vraiment son temps pour instaurer son ambiance et pour ensuite partir en mano à mano, et comme j'ai dit, t'es dans un combat de routier, vraiment t'as l'impression que chaque coup fait cracher ses tripes à l'autre. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Quand je disais dans les épisodes précédents que ça me gênait pas qu'ils réduisent des petites séquences en animation et que ce soit pas forcément ouf tout le temps pour garder dans ces moments-là, dans ces scènes-là, je suis satisfait, je suis vraiment satisfait. Bon, mais là je me suis intéressé vraiment à la mise en scène, je vous ai expliqué pourquoi cet épisode est vraiment kiffant à voir, mais il faut aussi s'intéresser à ce que ça raconte, et pour moi, on est en plein dans les thématiques propres à Higurashi. Alors comme je l'ai dit, ça peut pas être parfaitement fait et ça peut pas avoir autant de puissance et d'impact que dans un tome 6 par exemple, puisque on en est qu'à l'épisode 4. Mais pour moi cet épisode, même s'il assume son délire de suite alternative, est très respectueux des thématiques et de l'histoire d'Higurashi. Parce que la plus grande force du visual novel, c'était sa longévité sur son ambiance et sur son histoire. Il prend extrêmement son temps pour t'habituer au personnage et briser la situation à un moment donné et faire une des histoires les plus sordides et les plus dramatiques qui existent dans son genre. Higurashi Gu décide d'aller plus vite à l'essentiel, mais de donner à cet essentiel un punch et une force qui retranscrivent très bien ce début d'intrigue. Il arrive à te faire ressentir le malaise de cette discorde qu'il y a au sein d'un groupe d'amis. Il arrive à te faire rendre compte de la psychose des personnages et de leur situation dramatique,
Et là on est que sur l'histoire de Keishi, alors putain je me demande comment est-ce que ça va être fait pour l'histoire de Mion, de Shion et de Satoko, parce que putain c'est des histoires encore plus vénères. Il arrive à donner ce sentiment d'amitié brisé entre les personnages, mais qui malgré tout sont prêts à se pardonner, malgré tout ce qu'ils traversent, qui sont vraiment unis dans un lien de plus qui est juste je suis ton copain, moi aussi, qui est une sorte de lien, pas de la destinée, mais dans cette situation, on est dans la même galère, on est dans la même merde, il faut qu'on s'en sorte tous ensemble. Et je dis ça par rapport à la fin de l'épisode où Keishi se retrouve à l'hôpital après les événements, qui est donc une fin classique qu'on a dans plusieurs tomes, et où je savais pas comment ça allait vraiment finir à ce moment-là. Le coup de l'infirmière est assez bien joué, je trouve, surtout quand plutôt dans l'épisode où on nous a aussi introduit les mecs à la clinique Irie qui posent des colis, qui font des trucs et on sait pas trop pourquoi la clinique est fermée. Et Keishi qui déjà pleure dans une mare de sang au moment où il est encore juste après la bataille et que Rena est donc décédée, et qui, sur son lit d'hôpital, tu t'attends à un peu tout, sauf au fait qu'il la pleure. Et quand tu revois le truc, tu comprends que c'est non seulement par rapport à la remise en question de sa paranoïa qu'il avait eue par rapport à elle, mais aussi par rapport au fait qu'il se rende compte d'à quel point Rena est précieuse. Et du coup, la perdre comme ça, alors que lui-même a fait ce qu'il fallait finalement, c'est-à-dire se rendre compte de sa connerie et s'excuser pour que la situation ne dégénère pas et qu'il n'en arrive pas à ce fameux flashback qu'il a eu sur lui et la batte de baseball, il perd quand même le contrôle de la situation et il ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Et pour le coup, là, on est dans la dynamique de s'identifier au personnage, parce que dans le visual novel, t'as pas besoin de t'identifier au personnage puisque c'est toi directement. Tu vois à travers ses yeux, c'est toi qui dis ses lignes de dialogue, tu entends ses pensées, etc. Donc tu te mets très facilement à sa place puisque tu es à sa place. Mais dans l'animé, c'est plus compliqué parce que juste l'identification, ça suffit pas vraiment. Et là, on arrive à quand même te mettre à sa place en mode qu'est-ce qui s'est passé? On est complice dans l'interrogation, dans la curiosité et dans le mystère. Je trouve que le personnage de Keishi a immédiatement gagné énormément en personnalité et en respect dans cet épisode-là. Le personnage de Rika aussi, mais je pense que ça sera qu'elle arrivera à peu près à ce niveau-là à la fin, et que dans les suivants, ça va vraiment être le fait de se concentrer sur chaque personnage au fur et à mesure et de reprendre cette dynamique de un tome égale un personnage sur lequel on se centre, mais de manière plus concise, plus rapide, et que les personnages gagnent en personnalité immédiatement. Keishi, avec cet épisode, gagne son statut de personnage principal. Il gagne un statut héroïque, tragique. Bon, héroïque pas dans le sens où c'est un Superman, mais dans le sens où c'est le héros d'une tragédie. Donc il y a cette thématique sur la paranoïa, il y a cette thématique sur l'amitié, il y a aussi pas mal de parallèles religieux qui sont faits, mais qui sont pas encore exploités à leur maximum, comme j'ai dit. C'est surtout pour lancer l'intrigue et le mystère et l'enquête avec Oyashiro et Rena qui répète ça avant de commettre son acte. Il y a cette thématique d'horreur parce que vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de faire une mise en scène horrifique dans un animé que dans un film, mais là pour le coup ça marche vraiment super bien et je pense que c'est même au-dessus de pas mal de films d'horreur que j'ai vus. Vraiment, je dis pas que c'est méga effrayant de ouf pour tout le monde, mais en tout cas, dans la mise en scène horrifique, ça fonctionne, ça traite la thématique de l'horreur parce que ça la prend, ça la met dans un contexte certes qui se veut un tout petit peu kitsch, parce que comme j'ai dit, avec le coup de on met du grain sur l'image, on met un filtre noir, etc. Parce que l'histoire est censée se passer dans les années 80, mais ça garde quand même une thématique horrifique, réfléchir sur comment mettre en scène de la peur. Et il y a tout ce que je viens de dire juste avant qui est dans ce sens-là en fait. Il y a la violence symbolique qui est utilisée, alors je le dis, je le répète et je le répéterai sur cette chaîne, pour moi, la violence c'est une esthétique qui est très dure à maîtriser en fiction, et là cet épisode le fait de façon magistrale, je pense que c'est l'une des meilleures scènes horrifiques que j'ai vues. Et je dis ça, alors vous pensez peut-être que je suis à chaud parce que j'utilise beaucoup de superlatifs, mais j'ai vu l'épisode hier, je l'ai revu juste avant de tourner là, mais ça marche toujours autant, même après le premier visionnage. Surtout quand je vois ça, quand je vois les moyens qui ont été mis en scène, la réflexion qu'il y a eu sur l'histoire de base, je me dis que la suite ne peut être que géniale. Et toutes ces thématiques là, c'est des trucs qui sont dans Higurashi de base, qui sont ce qui fait que le sanglot des cigales est le chef-d'œuvre du visual novel intemporel qui reste. Et cet animé là arrive à retranscrire ça à merveille avec une patte de réflexion
qui lui est propre en partant dans son propre délire, mais en adaptant vraiment Higurashi à l'animation. Je pense honnêtement à la vue de cet épisode que s'il continue sur cette lancée, qui donne autant d'efforts, autant de réflexion et qui prennent autant au sérieux leur sujet et leur adaptation, on tient le meilleur animé de l'année, mais vraiment sans aucun doute. Et oui, même la prochaine saison d'SNK, elle arrivera pas à sa cheville si ça continue comme ça. Du coup, je commence à voir un peu plus clair aussi dans le jeu de l'animé. Je pense qu'ils vont baser la première saison donc sur les tomes 1, 2, 3, ce qui honnêtement n'est pas plus mal vu que ça permettra vraiment de se concentrer sur les persos. Alors après, est-ce qu'ils vont caser le tome 5 dans le tome 2, je suis pas sûr, je sais pas vraiment. Et du coup, ça peut être pas mal pour cette première saison de se concentrer sur les personnages, de faire tout ce que les tomes 1, 2, 3, 5 faisaient, et ensuite de partir sur la deuxième saison en mode Kai. Parce que du coup, on arriverait comme ça à la séparation qui avait été faite entre les deux jeux Higurashi Kai, qui est donc arc énigme et arc réponse. Du coup, comme autre questionnement sans réponse pour le tome 2, on a du coup Rika et Satoko qui se sont fait trancher la gorge chez elle, sans qu'on sache les raisons, parce que Rena, ça peut pas être Rena vu qu'elle était chez Keiichi et que c'est passé le lendemain, voilà. C'est à partir de là, c'est vraiment à partir de là, je vous dis qu'il va falloir commencer à réfléchir, et je vous invite fortement à le faire, à prendre tous les éléments de l'épisode petit à petit et de réfléchir à l'énigme et d'essayer de placer les événements dans la chronologie sans vous dire c'est évidemment ça, parce que vous vous rendez compte qu'il y a toujours un détail pour contredire chaque théorie. On a le coup du coup qui gratte, putain je sais pas parler. Donc le coup des personnages qui leur grattent, on a ça à la fin de l'épisode quand l'infirmière demande ça à Keiichi, et Rena qui on la voit s'arracher presque la carotide avec ses ongles. On a aussi pas mal de questions sur Rika qui du coup semble savoir des choses sur la suite avec ses yeux à la fin de l'épisode 1 et au début de l'épisode 2, et le personnage qu'elle rencontre dans le monde du puzzle. Et je trouve ça très malin aussi d'avoir utilisé Mion comme espèce de témoin passif de ce qui se passe, en mode c'est la dernière survivante, parce que du coup on a toujours un peu des doutes sur elle, parce qu'on ne sait pas comment elle se place par rapport à cette histoire, vu que on ne sait pas si elle était avec Rena, si elle était à l'extérieur, qu'elle n'était pas au courant, qu'elle a réussi à s'échapper, on sait pas. Et qui du coup nous laisse un personnage auquel nous attacher. Un personnage sur lequel on ne sait pas se positionner, voilà, pour la suite. Et tandis que les autres, bon, bah pour le moment, elles se sont soit faites tuer, soit c'était des psychopathes qui se sont fait tuer. Donc voilà, il faut... la fin laisse des portes ouvertes et n'est pas aussi abrupte que la vraie fin d'Onikakuchi. Ce qui, comme je t'ai dit, est pas plus mal, parce que comme on est sur un système de épisodes, on n'est pas sur un système de tome 1, tome 2, on est vraiment sur un système d'épisode 4, épisode 5. Épisode 5, il faut que ce soit fluide par rapport à l'épisode 4. Et du coup, là, je pense que la transition va vraiment se faire de manière pas mal. Enfin voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a énormément de choses que je peux pas dire, ou qu'il faudrait que je prenne les séquences les unes après les autres, ou il faudrait que je spoil la suite pour en parler. On peut parler des musiques, tiens, qui sont excellentes, épiques, elles sont magistrales, et j'ai rien d'autre à dire. Les musiques du visual novel sont vraiment connues pour être parmi les meilleures OST de tous les visual novels de tous les temps, et je m'attendais honnêtement pas à que cet animé débarque et qu'en 4 épisodes il arrive à poser ses gros sabots sur la table comme ça et dire maintenant je rentre dans le culte, deal with it. Parce qu'honnêtement, si on extrait déjà l'opening et l'ending, dont j'avais trouvé très sympa, les musiques d'ambiance sont excellentes, et je pense que elles vont être assez populaires une fois que l'animé sera fini et que la bande originale sera sortie. Ah, ça c'est sûr, on n'est pas sur la douille du premier animé en mode j'engage un mec super connu et super talentueux pour faire des vieux remixes de merde. Bref, cet épisode était parfait de A à Z, j'ai un peu exprimé mon ressenti là-dessus. Je pense honnêtement que on se dirige vers la très très bonne direction, on se dirige vers la meilleure adaptation animée qu'Higurashi pouvait rêver, je pense honnêtement. Après, évidemment, je m'enflamme pas pour pas avoir trop d'attentes et être déçu, mais là, des attentes, honnêtement, avec ce qu'on nous promet là, on peut légitimement en avoir. J'attends de voir comment tous les personnages vont être traités, j'attends de voir comment la mise en scène va reproduire les autres styles d'histoire qu'Higurashi va nous proposer par la suite, comment est-ce que les thématiques vont être exploitées peut-être de manière différente dans des scènes alternatives qui ne sont pas propres au visual novel. Peut-être, je sais pas encore, mais en tout cas,
c'est sûr que là, je vais pas m'arrêter au niveau des reviews. Désolé pour ceux que ça emmerde, mais pour vous rassurer, il y a un épisode de C'est bon, je les ai vus, qui sort demain. Enfin demain ou après-demain, je suis pas sûr, ça dépendra de si j'ai envie de dormir. Bref, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai vraiment, pour le coup, envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Alors, je sais que forcément, on peut pas avoir tout le temps une méga inflammation pour chaque épisode. Mais surtout que je sors mes reviews assez en retard hein, pour laisser le temps de digérer parce que j'ai pas envie de faire ça sur le vif sans que ça ait le moindre intérêt. Mais vraiment, cette fois-ci, j'aimerais vraiment votre avis dans les commentaires si vous avez suivi ces 4 épisodes. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que moi? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez des critiques à formuler? Ou est-ce que vous comprenez pas le délire si vous connaissez pas trop? Est-ce que c'est moi qui vois ce que j'ai envie de voir et qui du coup s'enflamme en étant trop fan de l'histoire de base? Honnêtement, je pense que je suis plutôt bien positionné, mais voilà, le but c'est d'en discuter en commentaire. Donc, si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas, c'est en dessous. Et du coup, moi je vous laisse pour vérifier s'il y a personne chez vous cette nuit. Je vous dis à la prochaine. Ciao!